Chers auditeurs, bonsoir, vous êtes bien sur Méridien Zéro, l'émission française et francophone de Radio Bandiranera. Ce soir, le lieutenant Sturm est à la barre, avec Lord Igor à la technique, et pour m'épauler dans cette émission, le camarade Jean-Louis Romégas, bonsoir. Nous avons le plaisir, l'honneur et la joie de recevoir ce soir dans nos studios Piero San Giorgio, bonsoir. Bonsoir. Et Michel Drac. Bonsoir. Voilà. Et on va bien évidemment parler de l'actualité littéraire du moment, à savoir le dernier ouvrage de Piero, Rue Barbare, Survivre en ville. Alors, j'espère que vous l'avez lu, que vous l'avez en main ou que vous le lirez bientôt. Sachez que c'est un ouvrage dense et passionnant dont nous allons dérouler petit à petit les chapitres, les idées forces et dont nous allons essayer de dégager une synthèse pendant cette émission. Mon cher Jean-Louis. Beau livre qui en effet condense toute une série de choses, ma foi, fort utiles. Donc ça vient prendre la suite de Survivre à l'effondrement économique que Piero était venu présenter sur cette antenne il y a maintenant un an et demi. En l'accent en effet plus sur l'aspect urbain, puisque c'était une des réclamations entre guillemets d'un certain nombre de lecteurs. Donc pour ceci, il s'est associé avec un Français qui est émigré aux États-Unis. Il y a longtemps, je crois d'ailleurs. Oui, qui est émigré depuis un bout de temps, d'abord en Californie et puis ensuite au Montana, qui commence quand même à être connu. Alors cette reconnaissance se traduit par exemple par la demande de journalistes de l'interviewer à la fin 2012. Mais ça se traduit aussi par la fréquentation du blog qu'il peut tenir, le Survivaliste. Oui, on donnera l'adresse tout à l'heure. Oui, tout à fait. Sur lequel il est en développement continu, c'est-à-dire qu'il fait profiter les lecteurs de ses propres recherches et de ses propres interrogations sur la question de l'indépendance. Indépendance à tous les niveaux, et le livre donc traite de ça. Indépendance sur le plan de l'eau, sur le plan des réserves de nourriture, sur le plan financier aussi, et sur toute une série de techniques qui peuvent permettre donc plus vraiment la question d'arriver à se passer des supports confortables mais fragiles que nous offre la vie urbaine du XXIe siècle, plus que sur la prévision d'une catastrophe majeure et toujours hypothétique, qui a par exemple guidé l'installation d'un certain nombre de survivalistes pendant la guerre froide et avant la chute du mur de Berlin. On n'est pas du tout dans cette démarche-là, et c'est ce qui rend le livre extrêmement attractif, parce que si c'était une simple préparation à cette catastrophe hypothétique, dont par ailleurs les uns et les autres on ne doute pas, simplement on aura l'occasion de discuter sur les délais. Mais une préparation comme ça serait fort décevante, fort coûteuse en argent et pas forcément gratifiante. Alors que c'est vrai que la démarche proposée par le livre de Piero San Giorgio et de Volvest offre d'autres gratifications. Ne serait-ce par exemple que sur le plan alimentaire, sur le fait de redécouvrir la possibilité de faire des choses soi-même en termes de potager, et y compris sur des toutes petites surfaces. Il ne s'agit pas d'avoir derrière chez soi 300 mètres carrés pour pouvoir se lancer dans ce genre d'activité. Un balcon, évidemment, ne vous permettra pas de vous nourrir pendant un an, mais il vous permettra d'acquérir un certain nombre de techniques. Et c'est de là-dessus, c'est bien sûr de cette chose-là qu'on pourra rediscuter là aussi durant toute l'émission. Donc un livre bien fait, vraiment très intéressant, parce qu'il est bourré de propositions, de choses qui ont été essayées par les deux auteurs, et qui du coup défrichent quand même beaucoup de plans, pour qu'ensuite les lecteurs évidemment fassent le travail eux-mêmes. Parce que l'idée aussi d'indépendance, il n'est pas de donner les choses clés en main, et puis que on devienne strictement, le lecteur se change en consommateur survivaliste, mais surtout qu'il mette à l'essai un certain nombre de choses qui lui seront propres, parce qu'on ne vit pas tous dans les mêmes endroits, dans les mêmes villes, avec les mêmes possibilités. Ne serait-ce qu'imaginer quelqu'un qui est en pavillon et quelqu'un qui vit dans un immeuble collectif, tout de suite les données ne sont pas du tout les mêmes. Et donc ce livre, il ouvre des pistes qui permettent ensuite aux lecteurs d'envisager de faire leurs propres recherches. Très bien. Alors, mon cher Piero, on va te donner la parole tout de suite. Moi, j'aimerais qu'on mette les choses au clair. Tout d'abord, la ville n'est pas le lieu idéal pour survivre.
C'est d'ailleurs une de tes précisions d'entrée de jeu dans le livre en disant on démarre mal quand même. Ni pour survivre, ni pour vivre, je crois. Et c'est vrai que la démarche initiale était, on s'est lancé un défi avec Vol Ouest. Je suis allé au Montana le rencontrer et je lui ai dit, écoute, beaucoup de gens me disent ton livre n'est pas applicable en ville. Et probablement ils ont raison. Et donc on s'est dit, toi, je lui ai dit, écoute, tu as beaucoup plus de compétences pratiques car tu pratiques, tu as vécu à Los Angeles et tu as déjà à l'époque où tu habitais à Los Angeles pratiqué une approche de ce qu'on appelle entre guillemets survivalisme. Je tiens à faire, pour ouvrir une toute petite parenthèse, la définition de survivalisme est en général celle que veulent bien donner les médias qui, notamment en fin 2012, pour ces balivernes de fin du monde aztèque, etc., on en fait tout un ramdam et ont essayé de nous faire passer, ou de faire passer justement ceux qui ont plutôt une autre définition que je vais vous donner pour des copies conformes de l'approche américaine, probablement qui est même d'ailleurs une approche désuète et caduque, qui n'est plus du tout l'approche de l'immense majorité des Américains. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on estime à plus de 12 millions d'Américains qui se considèrent, ils appellent ça les preppers, c'est-à-dire des gens qui se préparent à subir pas l'apocalypse, pas la fin du monde, même pas un scénario qui est pourtant le mien, que je défends toujours, qui est celui de l'effondrement économique, mais simplement des problèmes d'intempéries locales, des ouragans. Pénurie d'électricité. Et qu'on a vu ces derniers temps, puisqu'il y a eu des inondations avec un ouragan à New York, des tempêtes de neige encore en janvier, et puis vous avez eu, vous aussi, vos incroyables et dévastateurs 5 cm de neige à Paris plusieurs fois cet hiver, et vous avez vu à quel point une ville se bloque. 60 cm en Normandie. Et ma définition du survivalisme, pour fermer la parenthèse, ce n'est pas du tout d'avoir un bunker, ce n'est pas d'attendre la fin du monde, c'est simplement d'être un adulte responsable. Et un adulte responsable, c'est celui qui prépare l'avenir, c'est celui qui prépare lui-même et sa famille, et ses voisins et son clan, on va en reparler, contre les dangers potentiels de la vie, qui peuvent être liés à l'économie, qui peuvent être à des problèmes locaux, etc., etc. Voilà, je referme la parenthèse. Et donc on s'est dit, le défi, c'est d'expliquer aux gens, aux lecteurs, comment faire en ville, puisque, après tout, l'immense majorité de la population vit dans un milieu urbain. Et si on étend ce qui devrait être le cas, et d'ailleurs mon épouse, qui est elle-même urbaniste, m'a aidé dans ce chapitre, alors si on définit réellement ce que ça veut dire être un urbain au fait d'avoir des habitudes urbaines, c'est-à-dire d'utiliser la voiture, d'utiliser des transports publics pour faire ses courses, pour emmener les enfants à l'école, pour tout ce qui est nécessaire à la vie, eh bien, nous sommes, même pour la plupart des gens qui habitent soi-disant à la campagne ou qui sont dans des banlieues pavillonnaires, complètement urbains. Alors, c'est ce que j'allais te poser comme question. En France, une ville, on considère que c'est 2000 habitants avec moins de 200 mètres de distance entre chaque maison. Voilà. Voilà la définition d'un ville. Je crois que c'est un peu différent chez vous en Suisse. Oui, c'est un petit peu plus haut. Je crois que c'est 10 000 habitants, me semble-t-il. Hein. Mais avec ces deux définitions-là, on couvre 95% de la population en Europe, pratiquement. Enfin. Oui, largement. Et ce sera donc, pour répondre à votre question initiale, d'autant plus difficile que la ville est grande. Et imaginez les grandes mégalopoles que sont, bien sûr, la région parisienne, Londres, la Ruhr, la conurbation Rotterdam, etc., etc. Il y en a plusieurs. Et c'est là où ça rentre dans le vif du sujet, c'est que les villes, en fait, non seulement on peut les définir par des habitudes de mode de vie, mais surtout, des villes sont définies par leur dépendance, par des flux d'approvisionnement qui vont des énergies, les carburants, l'électricité, qui vont aux utilités publiques. Je crois que le mot n'est pas juste en français, mais enfin, public utilities en anglais, c'est-à-dire l'approvisionnement en eau, les services publics, évacuation d'eau usée. Ça s'appelle les supports. Exactement, les systèmes de support. Et finalement, tous les biens de consommation qui sont bien sûr la nourriture, mais aussi les médicaments, les pièces détachées, et qui, si un choc devait arriver, un choc climatique local, c'est pas obligé d'attendre le réchauffement de 15 degrés de la planète, on peut simplement avoir une grève des routiers, on peut avoir une tempête, etc. Eh bien, ce système se grippe très rapidement, et à ce moment-là, la ville devient un endroit fragile, dangereux,
Parce qu'on revient, et là on revient un petit peu à ce que j'avais écrit dans Survivre à l'effondrement économique, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est d'imaginer comment vont réagir les gens. En cas de crise, nous nous retrouvons en tant qu'humains face au manque. Et la réaction que l'on a face au manque, eh bien, si l'on n'a rien, si on n'est pas prêt, elle peut devenir, et ça c'est un facteur évidemment très local, très culturel. Certains pays, comme au Japon, on a vu les gens face à des catastrophes incroyables réagissent avec discipline, ordre et calme. D'autres cultures, peut-être plus fragiles, eh bien, moins habituées, plus peut-être dans l'ignorance ou le déni de certaines réalités du monde, eh bien, elles vont réagir un peu plus mal. C'est vrai que pour le Japon, tu as pris un cas extrême. Hein, quand on voit les militaires japonais déposer fleurs et encens sur chaque victime qu'ils trouvent après Fukushima, dans un ordre... Non, c'est pas la Nouvelle-Orléans, c'est sûr. On n'est pas... Oui, voilà, ce que j'allais comparer aux images de la Nouvelle-Orléans, notamment de ce fameux stadium où les gens étaient accrochés comme sur une île déserte. C'était vraiment des images catastrophes. Et ça, c'est pour des exemples récents, parce que c'est vrai que pour le livre, on s'est donné comme défi, alors on s'est dit, est-ce qu'il y a eu des cas d'effondrement ce qu'on appelle ce que Volwes appelle l'effondrement de la normalité, et on a pris à peu près dans le siècle dernier énormément de cas qui vont des guerres, donc on a étudié les sièges de, Leningrad, Stalingrad, Berlin. On a étudié des problèmes ethniques comme le Rwanda, avec des révoltes urbaines. On a étudié les révoltes urbaines de New York, de Watts à Chicago, à Los Angeles. Bref, nous avons fait un peu le tour de tout même les accidents chimiques comme à Bhopal, etc. Oui. Et nous avons étudié comment ont réagi les gens, comment ils faisaient. Et la synthèse, c'est que en ville, oui, c'est un très mauvais environnement. Et si vous le pouvez, vivez à la campagne, c'est certain. Tout de même, toutefois, on ne peut pas dire aux gens, voilà, si tu vis en ville, tu vas crever, salut. Donc, on s'est donné comme défi de donner quelques... Michel serait presque prêt à le dire. On s'est donné comme défi donc de donner une solution, donc on a creusé la chose, et je crois que sincèrement, bien que beaucoup plus difficile à la campagne, on ne le cache pas, dès le début du livre, on avertit nos lecteurs que ça va être beaucoup plus dur, parce que justement l'autonomie totale, parce qu'il faut pas oublier, encore une fois, la prévoyance, la manière dont on la voit, c'est une tendance vers l'autonomie, vers l'indépendance, vers la résilience, et celle-là est très difficile d'avoir de manière totale en ville. Alors, on a repris la structure de Survivre à l'effondrement économique en donnant des solutions pour faire une base autonome durable urbaine, avec les 7 éléments fondamentaux que nous avons repris et adaptés pour la ville, qui sont l'eau, la nourriture, l'hygiène, la santé, l'énergie, la connaissance, donc quels sont les métiers qui vont être utiles, quelles sont les compétences importantes à avoir, bien sûr la défense, et enfin le lien social. Et c'est là où peut-être on a trouvé même les éléments qui font que l'environnement urbain a quelques avantages par rapport à l'environnement rural. Et l'avantage, qui est aussi évidemment à double tranchant, c'est aussi un problème, c'est la densité et le nombre de personnes. Dans les villes, il y a beaucoup de gens. Donc il va y avoir beaucoup de problèmes d'approvisionnement, il va y avoir de plus grands risques de violence, mais il y a aussi plus de compétences, plus de bras, plus d'esprit de bonne volonté si on a de la chance et si on gère correctement les relations humaines entre les gens. C'est tout un chapitre, hein, c'est tout un programme, c'est pas évident. Mais peut-être que parce que nous sommes plus nombreux, nous arrivons à trouver les moyens de fabriquer ce qu'on appelle le clan, c'est-à-dire des gens qui mutualisent leur intérêt à vivre ensemble, à travailler ensemble. Et il n'y a pas besoin d'attendre d'ailleurs un effondrement économique ou des crises majeures ou mineures pour commencer déjà aujourd'hui à réapprendre à vivre en communauté. Pas dans le sens communiste du sens communauté, mais dans le sens entraide, dans le sens solidarité réelle. La vraie solidarité, c'est celle entre des gens qui ont des objectifs communs, qui ont des passions communes, qui ont à cœur un bien commun. C'est pas la solidarité qui nous est imposée par l'État, je crois. Et donc, nous pouvons déjà le commencer aujourd'hui et peut-être mitiger les effets de crise et c'est là où ça pourra être très intéressant de discuter avec Michel, de voir quels sont les scénarios possibles, quelles sont les accélérations ou non de ce qui se passe d'ailleurs en ce moment même. Et peut-être pour terminer, je dirais que je me suis moi-même fait violence dans ce livre, en écrivant ce livre, par rapport à mon scénario chéri et de prédilection, qui est celui de l'effondrement économique global et total. Parce qu'au finalement, on a voulu dire, une erreur, c'est de vouloir se préparer à tout. C'est impossible.
il faut des moyens illimités pour le faire. En revanche, se focaliser sur un seul scénario, ce qui est en fait mon cas, puisque moi, mon scénario, c'est essentiellement celui d'un effondrement économique, c'est aussi une erreur. Et donc, j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin dans cet aspect-là. Donc, j'ai mis beaucoup d'eau de source dans mon vin pour me dire, finalement, c'est vrai que qui peut le plus peut le moins. C'est vrai que moi, dans mon cas, j'ai choisi de vivre à la campagne. Mais c'est vrai que si je devais être en ville, on s'est focalisé, on a interviewé des gens, on est allé voir des exemples où finalement, si votre maison brûle, avoir un sac d'évacuation pour simplement quitter votre immeuble et ensuite ne pas être un fardeau pour la collectivité, ou du moins limiter le fardeau que vous pourriez être à ce moment-là, c'est déjà quelque chose de très très bien. Alors que c'est vrai que pour moi, mon sac d'évacuation chez moi, puisque j'ai un petit pied-à-terre en ville encore, eh bien c'est pour quitter la ville, pour aller dans ma ferme à la campagne, et puis j'en ai un dans ma ferme pour si un jour je devais quitter ma ferme et pouvoir vivre dans les bois, etc. Et c'est vrai que voilà, j'avais pas pensé forcément à l'approche, par exemple incendie, inondation, etc. Parce que c'était pas dans mon scénario. Donc j'ai beaucoup appris en écrivant ce livre. Et je pense, on en est très content avec Vol Ouest, et on espère que surtout ils permettent de faire la démarche de se préparer à des petits événements comme des grands. Et voilà, moi personnellement, je reste persuadé que ce qui nous pend au nez, c'est surtout un effondrement économique. Mais enfin, ce livre peut aider des gens qui ont des ambitions déjà plus modestes. C'est déjà pas mal. Alors, ce que vous dites, ce que vous dites par rapport aux villes est d'autant plus vrai que c'est vrai que je pense qu'en France, en partie, on a encore, parce qu'on a un lien particulier avec nos campagnes. Après tout, le basculement monde urbain, monde rural est très récent. Hein. Il date, en gros, l'équivalence, l'égalité s'est faite dans les années 30. Et il s'est confirmé dans l'après-guerre. Donc on a encore un lien qui est quand même assez particulier avec la campagne, sauf que les campagnes françaises ne sont plus, ou en tout cas pour une partie d'entre elles, ce qu'on appelle cette grande dorsale qui va des Ardennes jusqu'à l'Ariège. On n'est plus du tout sur ces campagnes communautaires et solidaires, au sens où vous utilisez le terme, qu'on a pu connaître il y a encore 40-50 ans. C'est des campagnes très vieillissantes, en voie de désertification. Avec une juxtaposition de population. Voilà, tout à fait, qui sont éclatées entre périurbains, anciens ruraux. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, il y a un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps de Jean-Paul Kaufmann sur Remonter la Marne, où il montre que c'est des populations qui sont très seules. C'est des populations qui sont très seules, qui sont carmondisées très très largement. Qui par ailleurs en trouvent que nos banlieues chéries, trouvent des ressources, trouvent des ressources par la chasse, par un certain nombre de choses pour bien vivre, parce que c'est pas l'abondance qui fait le bonheur. S'il y a bien des personnes convaincues ici, c'est les personnes qui sont derrière ce micro. Mais il n'empêche qu'en effet, les campagnes ne sont plus du tout ce qu'elles étaient pour une grande partie d'entre elles, et que du coup, de fait, la ville, en effet, de ce point de vue-là, ne présente pas que des inconvénients. Les campagnes sont de moins en moins irriguées par le flux économique, il faut le dire aussi. C'est vraiment... ça, c'est les effets. On fréquente, toi et moi, des différentes, mais on voit les effets marquants. Pour revenir à ce que tu disais, à cet état de préparation urbain, il y a un de tes nombreux fans, tu as quand même maintenant une communauté qui te suit sur Internet. Je me suis baladé ces derniers jours pour préparer l'émission. Et il y a un de tes nombreux fans qui propose d'ailleurs une définition intéressante. Il dit on n'est pas forcément des survivalistes, mais on peut être des gens prévoyants. On peut être des prévoyants globaux. J'ai bien aimé cette idée, prévoyance globale. C'est-à-dire, effectivement, on ne peut pas tout faire, mais on va essayer de prévoir un certain nombre de situations, petites ou grandes, dans lesquelles on pourra démêler nos affaires et sortir vite de la crise. Voilà. Je trouve que c'est pas inintéressant ce mot de prévoyance. Certainement, je sais plus qui, tout d'un coup ça m'échappe, je crois que c'est Napoléon qui disait gouverner c'est prévoir. Oui. Et c'est vrai que l'adulte, comme je dis, l'adulte responsable, il prévoit. Il doit prévoir. Ça, c'est plus du tout dans l'air du temps. Alors voilà, alors c'est tout à fait juste. Voilà, et c'est modestement peut-être mon travail d'essayer à ce qu'une petite partie de la population reprenne conscience des risques auxquels nous faisons face dans le monde moderne. Monde moderne qui, à mon avis, avance très rapidement, soit dans un mur, soit dans un marécage. Enfin, ce ne sera pas beau. Et cette prévoyance, cette responsabilisation, moi je tiens beaucoup au mot de responsabilité. C'est quelque chose qui peut-être m'a été inculqué par mes grands-parents piémontais paysans.
et par la culture suisse dans laquelle j'ai toujours vécu, où on a justement, encore une fois, cette approche de la Vieil prévoyance, héritage huguenot. probablement, et puis aussi germanique. Aussi, oui. Et vous parliez des campagnes, et c'est tout à fait juste de voir que d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, il y a des différences. Alors j'abonderai forcément, malheureusement, dans votre sens, lorsque vous analysez rapidement l'état malheureux des campagnes où quelque chose qui est si stratégique, 2% de la population française nourrissent les 98% autres. La vie dans ces campagnes est misérable, malheureusement, etc. Pas partout, mais c'est vrai que c'est... oui, dans les villes aussi, la vie est misérable. Les plus grandes zones de pauvreté, ce sont les campagnes aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et la solitude, mais aussi même le rôle de l'agriculteur, du paysan est de plus en plus soit complètement marginalisé, soit il s'est transformé en ingénieur agronome qui est plus un trader et un ingénieur un gestionnaire, plus qu'un vrai agriculteur qui a cette capacité. Un jardinier, puisque à un moment, c'est ce que la PAC, donc la politique agricole commune, avait envisagé de faire nos Il y a même paysans. un quatrième statut qui me semble être le pire, c'est celui du paysan de Disneyland, comme je l'appelle, c'est-à-dire le paysan musée, la ferme qu'on emmène voir avec les classes, la classe verte, où on vient voir cette vraie fausse ferme qui ne fonctionne pas, en fait. Qui est muséifié, et là, ça, je crois qu'il n'y a rien de pire, en fait. Non, mais tout de même... C'est la soupe au chou, là. J'ai pu rencontrer parmi les dizaines de milliers de personnes qu'on a rencontrées ou qui ont lu déjà mon premier livre, et on s'approche du premier dizaine de milliers avec le deuxième. On a quand même pu rencontrer énormément de familles, de groupes, de gens qui... ont pris la démarche de repartir sur un terroir, et on retrouve des anciennes personnes qui ont eu cette approche de retour à la terre déjà dans les années 70, dans les années 80, des gens traditionnellement de gauche qui se sont complètement ruralisés et qui donc ne sont plus de gauche, des gens de droite qui ont eu cette approche de retour à la terre, et qui eux aussi à la fin, d'ailleurs les corrélations politiques disparaissent très vite face au vrai travail, face à la réalité de la production de la terre, et aux joies de vivre là-dessus. Et puis j'ai aussi rencontré, suite à ce livre, d'une part pendant son écriture, mais aussi depuis qu'il est sorti, depuis quelques mois, des familles qui font cet effort en ville avec potager urbain. Et puis, on en parlait avant l'émission, je suis allé rencontrer, j'ai pris 2 exemples de communautés urbaines qui s'organisent. L'une au Danemark, Christiania, qui est assez célèbre pour être un haut lieu de gauche, et j'allais dire, et donc d'utilisation de stupéfiants mais enfin, j'en sais rien après tout, c'est le seul que je connais. Pas qu'il y a de gros nuages au-dessus de Christiania, mais... Ça va, mais c'est très bobo, mais c'est vrai qu'il y a quand même des beaux jardins, potagers, les gens ont une approche, alors c'est très bobo de gauche, parfois... Ça n'empêche pas d'être bon potager. Voilà, avec des très bons potagers, avec une approche très communautaire. Alors bon, il y a aussi ces aléas. Et on a aussi, alors celui-là, je l'avoue, qui m'a beaucoup plus marqué. Je ne sais pas si on l'a écrit de manière très neutre, bien sûr, mais personnellement, il m'a impressionné. On peut appeler ça un squat, une occupation d'immeuble qui est à Rome, faite par une association, une organisation qui s'appelle Casa Pound. Oui, qu'on connaît bien sur l'antenne. Oui, qui ont cette approche de clan, de communauté, fascinante parce que à la fois paradoxale, mais enfin à la limite j'incite les auditeurs qui connaissent peut-être ou pas d'aller se renseigner, mais en tout cas j'ai trouvé paradoxal, mais surtout j'ai trouvé que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'ils ont été capables d'occuper des immeubles, d'héberger des familles, d'avoir une approche sociale, culturelle, sportive, de faire vivre un quartier avec l'ouverture de restaurants, de bibliothèques, de bars, et finalement de créer une certaine solidarité qui fonctionne. Parce qu'à la fin, moi, je n'arrive pas à définir ce qui est le bien et le mal. Moi, tout ce que je sais, c'est ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et là, dans une ville, on voit tout d'un coup un groupe de jeunes, pour la plupart sans emploi, pour la plupart sans revenus, qui se retrouvent dans une communauté à fonctionner, à vivre, à pouvoir manger, à pouvoir travailler, à pouvoir créer quelque chose qui fédère même des gens au-delà de cette organisation, et y compris des populations immigrées. J'étais très étonné de voir finalement que les populations sri-lankaises, indiennes, pakistanaises et surtout chinoises du quartier où Casa Pound à Rome s'est installé, finalement collaborent excellemment bien avec eux, alors qu'eux se considèrent évidemment des nationalistes patriotes italiens avec
une approche qu'eux-mêmes définissent comme étant fasciste du XXIe siècle, certes. Bon, c'est à eux qu'il faut demander la définition. Moi, je suis encore dans une sorte d'étonnement par rapport à leur définition et celle que je connaissais de mes livres d'histoire, évidemment. Donc, c'est quelque chose de fascinant. Et j'ai trouvé que c'était un exemple, j'imagine parmi tant d'autres, de réussite urbaine à créer une communauté qui peut très très bien s'en sortir en cas de coup dur. D'ailleurs, ça a été le cas en Italie lorsqu'il y a eu les tremblements de terre à l'Aquila. Ils sont allés Ils ont fait une force aider. Ils étaient d'entraide. parmi les tout premiers à amener de l'aide, des couvertures aux victimes. Et ça, c'était très intéressant. Et en cas de problème en ville, ce sera ce qu'il faudra faire. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait que le premier livre avait eu du succès et celui-ci aussi. François V, quand il était venu à une émission qu'on avait fait avec les éditeurs, il y avait Laurent Chang en particulier, nous avait dit que votre premier livre s'était vendu à 20 000 exemplaires. Donc celui-ci a l'air bien parti aussi. Comment interpréter ce succès ? Est-ce que c'est... Alors on peut en avoir une vision positive, hein, qui est de se dire « Ah, tiens, il y a une prise de conscience ». Il y a aussi un point de vue un peu plus, j'allais dire négatif, mais bon, qui peut être aussi le fait d'avoir un effet de mode, parce qu'on en parle et qu'on sait bien comment fonctionne notre société aujourd'hui, hein, qui est le fait de s'accrocher dès qu'il y a quelque chose. On s'enflamme, et puis il n'y a pas forcément de long terme. Vous, comment est-ce que vous voyez les choses ? Alors l'aspect commercial, c'est toujours marrant de remarquer qu'il n'y a qu'un seul pays au monde où le succès commercial est décrié, c'est la France. Dans tous les autres pays du monde, c'est quelque chose qui est positif. Enfin, j'ai bien compris. Je ne suis pas en train d'écrire, c'est non, juste j'ai bien compris. Mais comment interpréter ça ? Alors, alors, on a dépassé largement les 25 000, je crois. Mais du premier, on est à, je crois, 6 000 ou 5 000 et quelques du deuxième. Je crois qu'il y a eu, certainement il y a eu un effet de mode que les médias ont poussé malgré eux avec ces histoires de 2012. Je crois qu'il y a une prise de conscience parce que c'est pas le nombre de ventes du livre. En plus, le livre a été piraté sur Internet, donc c'est très bien comme ça. De plus en plus de gens peuvent le lire parce que mon objectif, c'est pas de le vendre. Mon objectif, c'est qu'il y ait le maximum de gens qui prennent conscience. Et sur ce maximum de gens, qu'il y en ait une partie qui se prépare vraiment. Et c'est là où la vraie prise de conscience est difficile à mesurer parce que on peut lire un livre, le poser sur la table et rien faire. Et ça, pour moi, c'est un échec. En revanche, quelqu'un qui agit, qui fait quelque chose, même un tout petit peu, pour moi, c'est une grande réussite parce que tout d'un coup, alors c'est un peu galvaudé ce que je vais dire, mais quelque part, il va participer à être la solution et pas au problème. Voilà, grosse phrase. Les Black Panthers. Voilà. Et donc, oui. Et c'est vrai. Et donc, moi, mon interprétation, humblement, c'est que on a apporté un starter. Ces livres, je n'ai pas la prétention, et Vol-Ouest non plus, de donner des solutions à tout. Simplement, on essaye d'avoir de donner un petit électrochoc, un point de départ, l'allumage de ce qui peut être, pour certains, un changement radical de mode de vie. Pour d'autres, simplement la prise de conscience que nous vivons dans un monde de plus en plus complexe, donc de plus en plus fragile, donc de plus en plus instable, et donc de plus en plus imprévisible. Et qu'il faut être simplement fou, ou dans le déni, ce qui est presque pareil cliniquement, pour ne rien faire. Vous êtes responsable de vous-même, vous êtes responsable de votre famille, de vos enfants. Bougez-vous le cul. Sinon, lorsqu'on viendra vous le mordre, il ne faudra pas pleurer. Et de toute façon, il n'y aura plus personne qui vous écoutera pleurer. Oui, c'est clair. Mais voilà, c'est tout. C'est l'unique et l'ambitieux objectif que j'ai. C'est simplement de pouvoir dire à un maximum de gens. Et le retour des gens qui m'écrivent tous les jours, que je vois lorsque j'ai fait beaucoup de conférences l'année dernière, cette année beaucoup moins, parce que j'ai aussi un potager à faire travailler. Je peux pas. Bientôt, les neiges là, auront fondu chez moi et il faut que je m'y mette. Mais bref, les gens que je rencontre me donnent des retours incroyables. Et je partage, d'ailleurs j'ai beaucoup plus à apprendre d'eux que eux de moi, je crois. Je ne suis pas un gourou ni un expert, vraiment, au contraire, j'ai beaucoup à apprendre des gens. J'ai visité des familles en Dordogne, dans le Périgord, dans le Limousin, en Normandie, en Bretagne, en Haute-Savoie, en Italie du Nord également, en Suisse bien sûr, qui m'ont donné des techniques. Et à chaque fois, je donne un petit peu de mes compétences, mais aussi je reçois beaucoup
Ils me montrent leurs techniques, ce qu'ils font, j'en apprends, et puis ça me permet de me dire, tiens, est-ce que les cochons, ils s'appellent quoi, cul noir du Périgord, est-ce qu'ils pourraient être élevés en Suisse? Je me renseigne. Telle poule, est-ce qu'elle pourrait pousser chez moi, etc. Et inversement, on s'est échangé pas mal de graines, des choses comme ça. Même des graines dont on n'est pas censé faire pousser d'ailleurs. Mais enfin, oui, je vire à gauche moi aussi, si ça se trouve. Bref, il y a un échange très enrichissant, très intéressant. Mais malheureusement, enfin, je le sais très bien, nous ne touchons là que de toute façon une partie infime de la population. Il y a eu probablement, si on s'en tient aux estimations de 4 lecteurs par livre vendu, allez, plus de une centaine de milliers de lecteurs au fond, et puis si on rajoute Internet, peut-être encore 50, 60 000 personnes en plus. Bon, c'est une partie infime de la population, c'est rien. Mais comme on le disait déjà 1 an et demi avec Michel, si un petit pourcentage de gens est prêt, ce petit pourcentage, il va rallier les autres, il pourra être un peu le roc auquel beaucoup de gens désemparés vont s'accrocher. Les hommes au milieu des ruines, dirait voilà. Absolument, et peut-être... déjà les graines justement d'une société du futur, de demain, et dont nous serons les pionniers, tant socialement, politiquement, génétiquement. Après tout, il y a aussi un côté peuple élu dans cette histoire. Alors voilà, 3 petits points de suspension. Michel, est-ce qu'on pourra avoir ton éclairage sur justement cette... Alors, il y a l'effet de mode, il y a la prise de conscience, il y a une interrogation. J'ajouterais même le terme d'angoisse, qui fait qu'un certain nombre de gens se posent les questions de la fin de cette civilisation, ou en tout cas constatent même de manière partielle les fissures, l'apparition de fissures, d'effritements, et commencent à avoir une réflexion de type est-ce bientôt fini, et si ça finit, que devons-nous faire? Je crois que moi, très simplement, ce que je peux faire comme constat, c'est que la première fois que j'ai commencé à écrire pour dire que je pensais que ce système pouvait se disloquer, 90% des gens avec qui j'étais en contact et qui avaient lu ce que j'avais écrit ou ce que j'avais dit me disaient en gros, oui, évidemment, bon, tout peut toujours arriver, mais enfin, vous n'y croyez pas tout de même. Aujourd'hui, la proportion de gens qui me tiennent ce discours-là, c'est-à-dire le discours en gros consistant à ne même pas considérer la possibilité... De négation absolue, quoi. Voilà. Dénégation absolue, la proportion est quasiment tombée à zéro. En 6 ou 7 ans, elle est passée de 80-90% à quasiment zéro. Oui, parce qu'on doit rappeler que dans tes écrits, tu as aussi fait œuvre de précurseur. Et avec Scriptoblog, le retour aux sources, vous avez quand même amené ces problématiques très très rapidement sur le terrain, sans être effectivement, au départ, sans avoir une audience forte sur ce plan-là. Ah, au départ, tout le monde nous a pris pour des fous. Ou à peu près. À part, effectivement, le MAS ou quelques petits groupes comme ça. Aujourd'hui, bon... Les gens continuent probablement à nous prendre pour des fous, mais ils admettent que nous sommes des fous qui peuvent dire des choses vraies de temps en temps. Vous êtes des fous, mais vous ne faites plus rire. Voilà, on vous prend au sérieux maintenant. Disons que les gens maintenant prennent au sérieux la possibilité d'un écroulement. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, le système donnait une illusion de solidité absolue. Là, aujourd'hui, les gens ont compris que derrière cette façade de cohérence, il y a des failles considérables. En général, c'est pas bon signe. Il y a un événement un peu, on va retomber dans l'actualité un peu triviale de ces derniers jours. Là, il y a eu une entre guillemets attaque de diligence sur un RER qui a été pris d'assaut par une horde urbaine qui a volé sacs, téléphones portables. Enfin, ça m'a rappelé nos westerns de nos jeunes années, de notre enfance. Et ce qui était amusant, effectivement, c'est que la presse titrait attaque de diligence. C'est-à-dire que même dans la dénégation pure, c'est-à-dire dans la mass média, dans les masses médias, on commence à utiliser un vocabulaire qui est celui de l'Ouest farouche, de l'Ouest sans loi. Pour l'instant, tel que je peux comprendre ce qui se passe dans la sphère médiatique, mais je suis vraiment pas un expert parce que j'ai pas la télé, j'écoute pas la radio et je lis plus les journaux.
D'accord. Sauf exceptionnellement, comme ça de temps en temps. Alors, je suis vraiment Tu, pas tu es en scaphandre autonome. Oui, non, je veux dire, là récemment, je travaillais sur un bouquin que je vais finir par publier. Oui, peut-être parce un qu'on jour. l'attend. Hein. Tu sais qu'on Je t'a peut-être- invité pour la sortie de ton bouquin, donc on l'attend. Oui, je vais peut-être arriver à le publier un jour. Et je travaillais sur ce bouquin et je venais de réaliser une chose que je n'avais pas réalisée précédemment, qui est qu'en fait, personne apparemment ne sait exactement quand les grandes nappes phréatiques, je crois qu'on appelle ça des aquifères ou quelque chose comme ça, qui se trouvent sous les grandes plaines chinoises, indiennes et centra-américaines, personne ne sait exactement quand elles vont être épuisées, tout simplement. Et donc je venais de réaliser ce que ça impliquait par rapport à un certain nombre d'équations possibles, dans un horizon de temps qu'on ne peut pas préciser. Mais qui... Et à ce moment-là, comme j'attendais un email de quelqu'un, je vais chercher sur ma boîte mail, alors j'ai un mail Yahoo, et je tombe sur la une de Yahoo, et c'était les Femen à Notre-Dame. Oui, d'accord. Et alors, j'ai eu Le choc. j'ai eu une impression, avec ce que je venais de voir et ce que j'avais en tête, de voir les Femen à Notre-Dame, mais je me dis, mais je viens d'être projeté sur la face cachée de la Lune. Dans une dimension parallèle, il existe un monde où les gens s'intéressent aux Femen à Notre-Dame. Oui. Donc honnêtement, pour ce que je ressens de l'univers médiatique aujourd'hui, à 99%, c'est dormez bonnes gens. Oui. Et puis de temps en temps, il se passe quand même un truc qui Il y a une fait perle que, de réalité qui on est bien, suinte. on est bien obligé, quoi. Oui, oui. C'est vrai que l'attaque de diligence d'un RER montre effectivement un certain changement d'organisation qui n'ira que en s'empirant. Mais en même temps, le même jour, je crois, ou quelques jours de près, il y a aussi une autre attaque de diligence très intéressante, d'une taille bien plus grande, c'est celle de l'Union européenne et du FMI sur l'épargne des Chypriotes. Chypriotes. Et c'est vrai que voilà, si le monde est en train de devenir des attaques de dirigeantes, on va voir comme il y avait les racailles du bas et les racailles du haut, là on va voir les attaques de dirigeance du bas et celles du haut. Et celles du haut, si elles se rapprochent, je ne sais pas à quel point c'est machiavélique ou à quel point c'est de l'incompétence pure. Il y a un peu des deux, j'imagine, quand même. Mais en tout cas, les conséquences sont en train de devenir assez dramatiques et avec des conséquences vraiment importantes. Mais est-ce qu'une majeure partie quand même des populations parmi lesquelles nous vivons, ce qu'on appelle habituellement nos concitoyens, ne sont pas encore sur cette illusion des Trente Glorieuses, durant lesquelles finalement le système, ce qu'on appelle communément le système, donc c'est à la fois le capitalisme libéral, c'est un certain nombre de choses qui sont connexes, a finalement réussi à absorber toute une série de crises et s'est montré quand même d'une efficacité ou d'une souplesse pour digérer un certain nombre de choses qui le mettaient en danger, qui font qu'en effet, finalement, même si la crise de 2008, qui dure quand même, parce que ça fait déjà 5 ans, même si elle a fragilisé un petit peu cet optimisme et cette croyance, il y a quand même une partie de nos concitoyens qui restent accrochés sur le fait que, en fin de compte, et c'est valable par exemple pour les énergies, en fin de compte, ils trouveront quelque chose. En fin de compte, le système sera capable de perdurer. Est-ce qu'on n'est pas encore quand même pour une partie des populations sur cette illusion-là ? Parce que, oui, alors j'ajoute à cette question que vos principaux détracteurs, à tous les deux, disent oui, mais vous faites fi de l'intelligence humaine, de sa capacité à se régénérer, et effectivement, comme disait Jean-Louis il y a 2 secondes, de la capacité à renouveler à la fois les énergies et les paradigmes de consommation. Je te laisserai répondre, Michel, mais sur juste ce point de la capacité humaine de toujours rebondir, oui, bon, enfin, ça n'a pas marché pour l'Empire romain, ça n'a pas marché pour les Vikings du Groenland, ça n'a pas marché pour les Mayas, ça n'a pas marché en 1348 pendant la peste noire, ça n'a pas marché en 1914, ça n'a pas marché en 1939. Certes, on est toujours là. Et comme disait quelqu'un d'une conférence, nous sommes, après tout, le résultat de sélection naturelle, de survivants qui ont survécu ces 2-3 000 dernières années, en tout cas pour nous ici. Mais bon, il y en a d'autres qui en ont chié, il y en a qui sont restés. et puis alors, dans les survivants, il y a bon grain et mauvais grain. Oui, quand même. et donc n'oublions pas que, et là aussi c'est une question de définition, après, voilà, j'en termine. Moi, je ne parle pas de survie en réalité, bien que le terme survie est vendeur, et c'est vrai que
Mais C'est un petit côté anxiogène sur vie, quand même. je trouve. certainement, Ouais. certainement. Mais après tout, si ça permet Parce que la dernière fois que tu t'es venu au micro, tu avais dit c'est plus que de la survie, c'est de la de vie avec toute sa Exactement. richesse et une réorganisation de la vie. Exactement. Voilà. Exactement. Et il faudrait Et- trouver un terme. Il faudrait. Alors, je lance- j'ai entendu une émission récemment qui parlait de survivalisme et qui essayait et avec justesse, à mon sens, sur une radio ici et maintenant, qui parlait Ouais, bonne radio, de ouais. vivalisme. Mm. Alors, je ne crois pas que c'est vendeur, mais c'est une bonne idée. C'est-à-dire de dire, non, après tout, ce qu'on veut, c'est réapprendre à vivre, réapprendre à être autonome avec son propre potager, sans engrais, sans saloperie, en sachant ce qu'on mange. Je veux dire, notre cheval, c'est un cheval. Notre vache, c'est une vache. Notre poulet, c'est un poulet. Si et on on sait ce fume, qu'on on lui a peut donné à mourir. manger. Et donc, réapprendre à vivre. Mais bon, voilà. Oui, Michel. Alors, oui, je partage tout à fait le constat de Pierrot. Hein, on est tout à fait d'accord là-dessus. Après, bon, pour répondre à la question, alors, moi d'abord, je voudrais faire une remarque ironique. Mm. En parcourant les forums internet sur ces questions-là, et les fils de discussion sur les blogs, etc., je me suis rendu compte d'une chose extraordinaire. En France, il doit y avoir à vue de nez entre 20 et 30% d'ingénieurs des mines. C'est quand même fantastique, je veux dire. On est un pays d'élite. Hein. Ah mais vraiment, je veux dire, c'est incroyable le nombre de talents gâchés dans ce pays, parce que vous avez 20-30% des gens en France, si j'en juge parce qu'on lit sur les forums, qui savent ce qu'est le bilan énergétique des schistes bitumineux, et même qui savent ce qu'est la faisabilité ou pas du thorium. C'est-à-dire que non seulement ils sont ingénieurs des mines, mais en plus ils sont aussi ingénieurs dans le nucléaire. Et dans Tesla. Et prospectiviste. C'est la polytechnique. Et prospectiviste en Mais plus. moi, ce que je ne comprends pas, c'est où on met les polytechniciens, parce que quand même, elle n'est pas si grande que ça, l'école. Alors comment ça marche? C'est quoi le secret? Bon, donc Ils se dédoublent comme les Watou. déjà, c'est très drôle à voir, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça exprime? Qu'est-ce que c'est cette réaction de gens qui sont sûrement de très braves gens, mais enfin qui, à moi, qui est vraiment une grosse surprise, ne se doivent pas tous être des X-Mines ou des centraliens spécialisés après 20 ans de travail dans l'industrie nucléaire. Hein, je pense qu'il n'y en a quand même pas tant que ça. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces gens qui ont une opinion, qui savent? Ça veut dire tout simplement qu'ils sont dans le déni. Et pour moi, c'est la nouveauté. C'est-à-dire qu'il y a 5 ou 6 ans, les gens étaient dans l'inconscience. C'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas dans le déni. Il n'y avait pas une voix dans leur tête qui leur disait « Ah, non, ça pourrait s'écrouler ». Non, ils étaient dans l'inconscience. Là, maintenant, en fait, la voix, elle est là. Et c'est pour ça qu'ils sont passés dans le déni. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils ont pris conscience de la vulnérabilité qu'ils ont un besoin aussi grand de la nier. C'est comme ça que j'interprète la phase de l'évolution de Psychologiquement l'opinion. est relativement naturel. C'est de la compensation. C'est les 5 phases de Kubler-Ross au niveau sociologique. Mais d'ailleurs, je ne vais pas avancer, mais je crois que le Retour aux sources va publier cette année un livre traduit de l'anglais d'un écrivain américain très très connu et qui va me faire l'honneur d'ailleurs d'écrire la préface de la version anglaise de mon livre qui va sortir dans quelques semaines. Et qui parle justement de ce déni sociétal et qui appelle même cela de l'invocation magique, du déni par élucubration et de s'accrocher à la moindre bribe d'espoir, fût-il complètement ésotérique, magique ou délirant, avec une saupoudrée d'un tout petit peu de technologie et d'articles lus en diagonale par-ci par-là dans Science et Vie, et finalement de miser sa vie et celle de ses enfants éventuellement, pour ceux qui en ont, mais je doute que beaucoup de gens qui font ces postes soient déjà à l'âge de procréer, ou alors ne l'ont jamais fait, ou aimeraient bien, mais Ils bon. le font pas. Non. Mais, ou sinon ils ne seraient pas sur Internet. Mais bref, non mais j'entends des trucs, c'est vrai, moi aussi, j'ai tout entendu entre Tesla, le pétrole abiotique, mais encore une fois, c'est voilà, un ingénieur qui m'en parle, j'écoute, mais bon. Quand c'est un pseudo qui s'appelle Darth Vader, machin, bon bref, ok. Mais en revanche, voilà, ce déni est dangereux parce que ces personnes, en se perdant dans un rêve, oublient que la préparation est simple.
et qu'il ne faut pas mettre des millions et des années de préparatifs. Certes, Vol Ouest le fait depuis 20 ans. Moi, j'ai un peu accéléré en mettant un peu de sous, mais après tout, les méthodes que l'on donne, d'ailleurs, on l'explique dans Rue Barbare, que finalement, on peut très bien se préparer avec très peu d'argent. Ces gens-là oublient, ne font rien souvent. Rien du tout. Et rien du tout, c'est être extrêmement fragile le jour où il y a un problème. Petit ou grand. Oui. Oui. En effet, c'est quand même un des reproches souvent qui est adressé, alors qui ne vous est pas adressé à vous spécifiquement, mais qu'on peut retrouver à droite ou à gauche, là aussi sur Internet, puisqu'on trouve de tout sur Internet. C'est quand même le fait que cette préparation nécessiterait finalement des moyens qui sont au-delà de la bourse possible de la plupart de nos concitoyens. Mais ils traînent les mêmes légendes sur le bio, par exemple. Oui, tout à fait, oui. Le bio, c'est cher, c'est pour les bobos riches, etc. Et en fin de compte, en effet, alors, à la fin du livre, vous établissez un plan qui a le mérite d'être indicatif. Alors après, on peut revenir sur un certain nombre de choses. Par exemple, c'est vrai que l'aspect défense dans le cadre de la législation française est peut-être plus contestable dans son déroulement. Nous avons été désarmés très tôt, puisque l'État français s'en est occupé dans les années 30. Ah bah même avant, parce que le contrôle des armes date de Louis XIII. Oui, mais je veux dire, jusque dans les années 30, chaque citoyen pouvait s'acheter un pistolet. Ouais, avec là, le c'est succès bien qu'on fini. sait. Voilà, oui. C'est-à-dire que quand la résistance a démarré son travail, elle l'a fait avec du 6,35, parce qu'il ne restait plus que les calibres pour femmes. On avait tout enlevé. Donc. Après, il a fallu attendre le Libertador. Voilà. Mais donc, c'est quand même d'établir un développement, vous dites, en 30 jours, 30 semaines ou 30 mois, mais qui en effet fixe des objectifs. Et finalement, c'est là où on voit le caractère, j'allais dire, vide, enfin... ça me reviendra, mais complètement vide de l'époque, qui est un moment en effet de reculer cet objectif, de dire on peut rien faire finalement, alors que si, il y a des choses qui sont faisables de façon très concrète et sur des temporalités qui sont à portée d'homme. Tout à fait, mais je voudrais être clair sur une chose, c'est que je ne vais pas parler pour Vol Ouest, mais pour moi-même, mon objectif n'est pas de convaincre à tout prix. Mon objectif est de ouvrir l'esprit et de faire en sorte que les gens démarrent. Mais s'ils ne le font pas... J'ai pensé à un sous-titre, c'est se préparer pour les nuls, ton truc. C'est-à-dire, c'est ça, oui, tu vois oui, ce que je veux dire. Au sens où justement, tu viens casser très directement le fait de le survivalisme élite de gens préparés, qui cavalent dans les bois tous les week-ends. Non, au contraire, ce que tu dis, c'est il y a des programmes simples. Mais avouons-le. Rien n'est difficile, allons-y, quoi. Même si vous n'avez aucune donnée de base... Mais avouons-le, à part quelques exemples de gens extrêmement préparés depuis très longtemps, soit parce qu'ils habitent dans vraiment, littéralement, il y en a dans la forêt ou autre, nous sommes tous nuls dans cette préparatif. Nos grands-parents étaient des maîtres, nous sommes tous des nuls, des zéros, et nous devons apprendre. Et moi, le premier, en 2005, j'étais encore... dans mon petit monde de 4 dynamiques, machin. Bref, nous sommes tous nuls et nous devons apprendre. D'ailleurs, c'est souvent une critique qui est recevable et très gentille. Elle est sûrement pas faite avec gentillesse, mais moi, je la prends avec gentillesse de la part de gens qui, eux, sont dans le survivalisme depuis de nombreuses années en France. Alors, ils sont pas nombreux. Ça, c'est la grande différence peut-être entre l'Europe et les États-Unis, qui, lors de la sortie du premier, mais aussi du deuxième livre, disent oui, mais au fond, nous, on est des meilleurs, nous, on sait faire des trucs mieux que ça. Ce livre nous est pas intéressant. Oui, mais ils sont peut-être 100. Ils sont peut-être 100, 150. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, quand j'ai lu ces critiques-là au premier ouvrage, ça m'a un peu énervé, parce que je me suis dit, c'est bien, vous avez de la chance, les gars. Et encore, vous avez de la chance. Tout est relatif, parce que ici, à ce micro, que ce soit Jean-Louis ou moi, on a une antériorité militaire, machin, etc., tout ce que vous voulez. On a un peu de... Il n'y a pas que. Il y a largement pas que. On connaît d'autres gens qui font moins de bruit qu'eux et qui sont tout aussi préparés. Voilà. Donc, il faut savoir partager. Il y a une espèce d'élitisme, un peu comme les joueurs de poker. Mais je dirais aussi ensuite... L'aristocratisme. Voilà, c'est ça. Rentre pas à ma table sans tes 100 000. Bon... Et j'ajouterais que malgré tout, alors peut-être qu'en France, il y a encore une certaine attitude, mais par exemple, dans mon pays, la Suisse... Non seulement mon livre a beaucoup de succès, les médias en ont parlé, contrairement en France où ça a été
éventuellement un peu superficiel, mais il n'y a pas eu un livre qui fait 25 000 exemplaires en une année, pas une émission télé, pas une émission littéraire, pas un seul. Malheureusement, Pierrot, Non, on en connaît quelques-uns en France. Oui, oui. Et donc, C'est devenu normal. En revanche, en Suisse, c'est différent. Et à tel point que, par exemple, l'armée suisse m'a invité encore récemment. J'ai fait plusieurs conférences dans le cadre d'organisation d'officiers de l'armée suisse. Mais enfin, l'armée suisse m'a officiellement invité en février 2013. J'ai donné une conférence devant un parterre de plus de 1200 officiers de l'armée, de l'infanterie suisse sur voilà, les dangers potentiels auxquels notre monde fait face, et particulièrement évidemment comment la Suisse peut, et son armée, peut se préparer et a un rôle important à jouer. Ouais, et là, ça, c'est impressionnant. Là, Pierrot, tu nous caches quand même quelques ressorts profonds de l'armée suisse qui, depuis une quinzaine d'années, publie un certain nombre d'écrits géostratégiques qui sont loin d'être sur des préoccupations interplanétaires. C'est très précis sur son voisinage direct, c'est très précis sur les conséquences des crises intérieures, notamment de certains pays qui commencent par F et qui est un peu à l'ouest. Il y a quand même, dans l'armée suisse, il y a quand même un collège d'officiers qui réfléchit sur les guerres civiles, sur les possibilités de déstabilisation. Il y a quand même une ancienneté, enfin une intelligence qui est un peu plus vigoureuse sur ce plan-là. Je vous remercie pour le compliment. Non, mais je le dis parce qu'on lit, avec Jean-Louis et d'autres animateurs de la radio, on lit régulièrement les écrits. Un simple exemple, et c'est là où moi, bon, évidemment, en étant de ce côté-là du micro, je me régale, mais après avoir invité donc Laurent Chang, qui avait parlé de Bernard Swift, donc sur la guerre de 30 ans, la future guerre de 30 ans en quelque sorte. Donc petit ouvrage paru chez le Polémarque que nous invitons les auditeurs à lire, dans lequel il envisageait le fait que sur un pays en crise de la Méditerranée, le conflit puisse être animé par des compagnies, des sociétés de sécurité privées, des SMP. Et ben justement, un rapport est sorti récemment en Angleterre sur le fait qu'en effet, des SMP se positionnaient pour intervenir, pouvoir être positionnés en Grèce. Ça veut dire qu'à un moment, il y a un certain nombre de scénarios quand même qui sont envisagés, entre autres en Suisse, ou par exemple de gens qui sont écoutés en effet en Suisse, qui s'avèrent finalement très très loin d'être parvenus. Je vous le confirme par mes contacts privés, c'est clair. Oui, moi j'avais une question pour Michel. Étant donné que nos voisins suisses regardent un petit peu ce qui se passe ici, avec, je dirais, une certaine anxiété, et que nos compatriotes se sentent très anxieux, est-ce que on peut dire que les choses s'accélèrent ? En ce moment, on entend chez nos concitoyens, ça y est, on va finir comme le Portugal. On n'est pas loin de l'Espagne, regardez l'Irlande, mais c'est surtout le Portugal. En ce moment, on a une forte communauté portugaise en France, donc l'info doit mieux circuler. Mais en ce moment, la grande angoisse, c'est évidemment d'être les prochains. Sommes-nous les prochains ? Quelles sont les perspectives ? On a quand même des chiffres là qui sont très difficiles. Une popularité gouvernementale dans les chaussettes en 10 mois, ce qui est un record. Des mesurettes qui ne touchent personne. Non, le gouvernement Hollande ne fait pas ce qu'il faudrait pour sortir de la crise, et c'est logique parce que le seul moyen de sortir de la crise, ça serait que le gouvernement Hollande démissionne. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne peut pas résoudre le problème parce qu'en fait, il est le problème. La classe dirigeante actuelle est le problème. Elle est ce qui empêche de résoudre la crise. Si on va en profondeur, on en est là. Bon, donc c'est normal qu'il ne la résolve pas. Est-ce que ça va se passer comme au Portugal ? Alors, d'abord, le paradoxe de notre époque, c'est que autant il est assez facile de prévoir les grandes tendances à long terme, autant il est très difficile de prévoir le cadencement des événements à 3 mois. À 3 mois. Parce que, en fait, les grandes tendances à long terme sont assez indépendantes, finalement, des décisions de cette classe dirigeante. Les grandes tendances à long terme, elles sont dépendantes des perspectives technologiques. Oui. Voilà, fondamentalement. Et au fond, que les énarques de Bercy décident blanc ou décident noir, si les perspectives technologiques ne permettent pas, par une nouvelle grappe d'innovation technologique, une véritable relance de fond du processus de croissance,
Et finita la commedia, comme on dit, je crois. Finita. Voilà, c'est terminé. Donc bon, à long terme, on sait ce qui va se passer. Normalement, ça va se casser la gueule. Pour un certain nombre de raisons qu'on pourrait détailler pour la millième fois. Mais Oui, bien sûr. Oui. Ouais. On n'est pas là. Par contre, à court terme, c'est très difficile parce que là, effectivement, les décisions des énarques de Bercy changent les choses. Ce qu'on peut observer simplement, c'est que d'une part, sur les fondamentaux économiques, en réalité, la France va extrêmement mal et c'est un des pays européens qui va en fait le plus mal sur les fondamentaux économiques. C'était pas le cas il y a encore 1 ou 2 décennies, mais maintenant on a mangé notre pain blanc. À la vitesse où on se désindustrialise, on va bientôt remporter la palme de la désindustrialisation. Airbus vend des avions. Oui, Airbus vend des avions, c'est vrai que c'est une aide, bien sûr. C'est la seule nouvelle positive en 10 mois. C'est la seule. Ah ouais, mais et on la signe à l'Élysée. On la signe à l'Élysée, oui, bien sûr. 100 000 licenciements et 20 avions qui je crois que décollent. le montant du contrat, qui est énorme, d'ailleurs, je crois que c'est de l'ordre C'est le de plus gros contrat 16 ou 17 d'aviation. milliards d'euros ou quelque chose comme ça. Bon, et ça s'étale sur 4 ou 5 ans, je pense, les livraisons. Bon, c'est effectivement une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va faire plus 0,1 ou plus 0,2% sur le PIB, quoi, à peu près. Qui est déjà... Ce qui est très bien, mais enfin, fondamentalement, ce qui fait qu'une économie peut fonctionner, c'est un tissu industriel, c'est pas un coût ici ou là. Bon. Donc en fait, on va très très mal. Et alors, Et il faut se méfier des annonces justement de ce type. Par exemple, je lisais encore ce matin qu'on estime que l'impact, qui à mon sens n'aura impact que pendant quelques années, des gaz de schiste aux États-Unis, représente 0,5% du PIB. C'est finalement, c'est très faible. alors que dans les journaux, on nous parle de renouveau, de la croissance, etc., etc. parce que si les gens veulent rire, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils vont sur Google, tout simplement, et ils cherchent des documents techniques sur l'évolution de la production de gaz aux États-Unis et sur ce qu'il faut entendre par l'expression « lever toutes les restrictions au forage pétrolier et gazier », qui est la façon dont les Américains ont annoncé en 2008, si ma mémoire est bonne, qu'en clair, ils mettaient des incitations fiscales massives au forage tous azimuts, quoi, en gros. Bon. Et où les gens pourront se rendre compte que certes, il y a un rebond de la production gazière aux États-Unis, mais que pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est, je crois, plus 5% ou plus 6% pendant 2 ou 3 ans, hein, c'est ça. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'est l'ordre de grandeur. Alors c'est bien, c'est une inversion de tendance. Mais enfin, pour l'instant, ça prouve simplement que les incitations fiscales ont joué un grand rôle et qu'elles ont effectivement permis une relance. Est-ce que ça va durer ? Ça dépend de considérations techniques que je l'avoue modestement, car moi, à la différence de 30% des Français, je ne suis pas ingénieur des mines. Considérations techniques. Nous non plus. Cette table est extrêmement pauvre en ingénieurs. Là, le studio est sous-représenté en ingénierie. Voilà. Pas un doctorant, rien. Rien, que dalle, une horreur. Et donc je ne sais pas ce qu'il en est. Enfin, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, les gens qui nous disent que ça va sauver l'économie des États-Unis travaillent dans l'énergie. Leur métier, c'est la comptabilité. Et moi, quand un mec me dit qu'il est dans la comptabilité dans le secteur de l'énergie aux États-Unis, le nom qui me vient en tête immédiatement, le nom qui flash, c'est Andy Fastow, responsable comptable de la société Enron. Mais oui, Bing, non. Avec le succès qu'on connaît. Bon, alors, ils disent un qu'ils type veulent. qui est resté numéro 1 dans les charts pendant des semaines. Avec Enron, Alors là. Bon, alors, tout ça pour dire que, maintenant pour en revenir à la question de départ, est-ce qu'il y a des perspectives pour la France ? Non, c'est parce que, en fait, Pierrot, son ouvrage, c'est aussi le court terme dans la préparation. C'est aussi se dire, voilà, sur de courtes périodes, que peut-on faire ? Donc, c'est aussi ce qui est intéressant. Alors, la question, c'est quelles sont les décisions des énarques de Bercy ? Quelles vont être aussi les décisions qui seront prises à la City of London ? Quelles sont les décisions qui seront prises au niveau du patronat allemand ? Parce qu'il y a quand même une grande différence entre la France et le Portugal. Quand le Portugal coule une bielle, c'est grave pour les Portugais. C'est un peu grave pour quelques personnes autour, mais enfin au fond, bon. La France est centrale dans le dispositif actuel du capitalisme globalisé. Si la France coule une bielle, les conséquences ne sont pas du tout du même ordre. C'est pour ça que les militaires suisses s'y intéressent. C'est pour ça que les militaires suisses s'y intéressent. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Je ne sais pas. Voilà, il faut le dire honnêtement, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire en toute sincérité, c'est sur le long terme,
C'est à moins d'un miracle technologique, sinon c'est foutu. Mais qu'est-ce qui va se passer dans les 3 mois ou dans les 6 mois qui viennent ? La seule chose que je peux vous dire, c'est vous indiquer à l'horizon éventuellement quelques points de l'horizon à regarder, parce que c'est de là que les signaux annonciateurs peuvent venir. Toujours prévoir. Toujours prévoir. Si vous sentez que il commence à y avoir des incidents techniques suspects qui se multiplient dans le paiement des fonctionnaires, si vous sentez que curieusement il y a de plus en plus de distributeurs bancaires qui sont vides, si vous sentez que il y a des mouvements erratiques et très très curieux sur les actions des banques, avec par exemple des hausses soudaines juste avant des augmentations de capital, ce genre de manipulation, c'est pas bon signe. Voilà. C'est le genre de signaux annonciateurs qu'il faut détecter. Par contre, vous dire ce qui va se passer, je vous dis ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend, d'abord, est-ce que les Allemands vont décider de faire exploser la zone euro ? Parce qu'en fait, c'est eux qui tiennent. C'est eux qui tiennent tout, oui, bien sûr. C'est eux qui tiennent tout. Pour l'instant, apparemment, la politique qui est suivie au niveau de l'Allemagne, c'est que Mme Merkel a pris une décision. Une fois dans sa vie, elle a décidé qu'elle serait réélue. Donc elle a décidé qu'elle allait s'aligner sur Cameron pour rassurer l'électorat allemand, qui n'a pas du tout envie. Il y a eu une interview, je crois, qui est parue, je ne sais plus dans quel journal allemand, de son adversaire, Steinbrück, à qui on a demandé « Est-ce que les Allemands doivent payer pour sauver l'euro ?» Et Steinbrück a répondu « Ah oui, oui, bien sûr ». Le problème, c'est qu'il y a apparemment 80% des Allemands qui ne trouvent pas que c'est si évident que ça. Bon. Non, ils n'ont pas vraiment envie. Donc voilà, donc pour l'instant, Mme Merkel... Ils sont très intéressés par le traité transatlantique, en revanche, comme nouveau débouché. Oui, moi je pense qu'ils sont intéressés par tous les débouchés possibles. Hors d'Europe. Hors d'Europe, et ils se préparent. À mon avis, je ne sais pas de quel côté ils se préparent. Bon, le commerce extérieur bascule vers la Chine de façon mécanique. Donc, à mon avis, c'est surtout les Américains qui sont très intéressés. Oui. Parce que, bon... Mais bon, tout ça pour dire que, et je vais en conclure là-dessus, de squatter le micro, tout ça pour dire que je ne sais pas ce qui va se passer, mais qu'un des éléments à regarder aussi de façon très, 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 très attentive, c'est ce qui va se passer en Allemagne dans l'année qui vient, année électorale, et se dire qu'une fois, probablement, que la coalition actuelle, ou en tout cas son noyau dur... Les têtes de pont. Voilà, va être reconduit, bon, là, il y aura des décisions. Voilà. Et donc, effectivement, là, après, ça peut aller vite, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut aller vite. Regardez à Chypre, ils s'y attendaient pas, quoi. Alors, justement, on parle de Chypre. Bon, il y a eu cette espèce de rush bancaire avec la fermeture des banques pendant plusieurs jours pour essayer de... Et puis alors, le petit pas timide des eurocrates de Bruxelles. Ah bah oui, les petits épargnants, on avait oublié de vous le dire, mais on va taper que les gros, finalement. On va pas taper tout le monde. Bref. Les gros sont russes. Les gros sont russes, en plus. Faut qu'ils fassent gaffe. Chose intéressante, Pierrot, c'est les effets de la crise en Grèce. On a vu qu'Athènes avait perdu 10% de sa population en 2 ans. Alors, j'y suis allé par curiosité pour faire un reportage en novembre. Alors, malheureusement, j'ai perdu 8 heures d'interview parce que mon fils a fait tomber mon iPhone que j'avais utilisé pour interviewer les gens dans les toilettes et c'était irrécupérable. Ah bah oui, au fond des toilettes. Il ne faut jamais prêter son matériel de travail à ses enfants qui, à leur décharge, ont 7 ans. Donc, bon, bref. Donc, j'y suis allé en novembre pour me faire une idée. Je vais y retourner en avril. Oui, l'effondrement économique a déjà commencé en Grèce, c'est clair. On a des hôpitaux qui ne peuvent plus soigner les gens, qui sont en rupture de stock de médicaments. Et là, c'est pas simplement c'est pas un problème d'approvisionnement, c'est simplement un problème de ne plus pouvoir les payer. Certains groupes pharmaceutiques ont simplement décidé de dire si vous ne nous payez pas à l'avance, comme ça arrive dans certains pays africains, eh bien, on ne vous livre pas.
Voilà, ça fait une belle jambe. Ça fait surtout beaucoup de morts, des gens qui ne tout peuvent à plus être fait, soignés pour des cancers, des maladies exactement. cardiaques. Ouais. Donc là aussi, alors ceux qui ont les moyens, les avions sont pleins sur la Grèce, mais ceux qui ont les moyens s'exportent pour se soigner, pour autre chose, pour le travail. Ce qui était intéressant, c'est de voir, d'une part, les Grecs qui sont assez fatalistes et qui se sont dit, bon bah voilà, on se démerde. Pour certains, effectivement, ils ont quitté Athènes, ils ont quitté la grande ville. C'est quand même une très très grande ville dans un pays comme la Grèce. Oui, avec une géographie assez accidentée, peu propice aux grandes villes. Justement. Voilà, donc la population est repartie chez ses parents, chez ses grands-parents, dans les îles, dans les campagnes, parce que là, au moins, il y a un potager. Là, au moins, on peut aller pêcher et manger. Une grande partie s'exporte en Australie, au Canada, aux États-Unis, là où ils pensent pouvoir trouver des débouchés chez la diaspora grecque, qui est très nombreuse à travers le monde. Qui en plus est une diaspora historique. Très travailleuse. Voilà, les Grecs sont travailleurs. C'est un peuple très, très innovant. Ensuite, ce que j'ai pu aussi constater, c'est que là aussi, on le remarque, c'est que l'État ne remplit plus son rôle de maintien de l'ordre et de la sécurité, et que finalement l'État se contracte dans le centre, là où sont les populations les plus riches, là où sont les services d'État, les ministères et les quartiers, on va dire, populaires sont laissés à la loi du plus fort, qui dans certains cas a été les petites mafias. Alors elles ne sont pas aussi organisées que par exemple dans le sud de l'Italie ou en France ou dans d'autres pays, mais aux États-Unis par exemple, mais ce sont plutôt des petits gangs, essentiellement des Bulgares, Égyptiens, Turcs, mais qui, dans de nombreux cas, ont été matés par des milices de la population locale, souvent affiliées à ce parti dont on a beaucoup parlé dans les médias Aube Dorée, qui remplit son rôle. Et j'ai interviewé des gens de la rue, mais aussi des gens avec qui j'avais l'opportunité de travailler dans le passé, donc des gens qui sont... on peut dire socialement, c'est clairement des gens de la bourgeoisie, qui même eux me disent, voilà, nous on est des gens, tu nous connais, libéraux, on est dans le business, etc. Mais on est content d'Aube Dorée. Et tous me disaient, voilà, les prochaines élections, même nous qui traditionnellement votions à droite, ou d'autres qui me disaient, nous traditionnellement on votait à gauche, on va voter pour Aube Dorée. Et me disent, tu vas voir, là ils ont fait, je sais plus, 9%, sauf erreur, aux dernières élections l'année dernière, par là. Eux me disent, tu verras, l'année prochaine, ce sera du 15, 20, voire plus. Et parce que, voilà, la rue se réorganise pour approvisionner la ville, pour apporter sécurité d'abord, et ensuite, vous savez, quand on donne la sécurité et la nourriture aux gens, ils vous obéissent, et ils vous suivent partout. Et ensuite, ce qui est aussi intéressant de remarquer, c'est peut-être la débrouillardise et la solidarité méditerranéenne qui font que les Grecs, très solidaires entre eux, alors je suis moins sûr qu'ils soient solidaires avec les personnes d'origine étrangère, donc non grecques, mais en revanche, ça reste la Méditerranée. Non, je crois que la population immigrée en Grèce a diminué ou a été gentiment conseillée de partir vers des cieux plus propices comme la France ou l'Angleterre ou l'Allemagne. Et donc, ils se sont organisés aussi pour justement avoir toute une économie parallèle qui était déjà florissante avant, mais qui s'est simplement développée encore plus, où tout le monde travaille pour tout le monde, les uns les autres se donnent un coup de main gratuitement en échange de une journée de travail par-ci contre une journée de travail par-là, contre qui garde les enfants en échange d'un peu de travail de menuiserie, de plomberie, etc. On me racontait d'ailleurs la même chose au Portugal, où les agents de l'EDF local, finalement, vu la réduction de leur salaire, se vengeaient par rapport à leur employeur, l'État, en allant voir les familles en disant, voilà, si tu me donnes 600 €, je magouille ton compteur de manière à ce qu'il ne marque que 5% de ta consommation électrique. Donc en 3 mois, tu rentabilises, ou en 3 ou 6 mois, tu te rentabilises. Donc en fait, on commence à voir un système D qui fait partie de ce qui va être de plus en plus la fin du système, parce que l'économie grise, elle peut très bien fonctionner très longtemps, mais la complexité du système actuel ne peut pas fonctionner uniquement là-dessus. Et donc on égrène le système qui devient encore plus fragile aussi par en dessous, par ce travail de sape inévitable des gens qui doivent se débrouiller, qui se démerdent. Et ça, si vous me le permettez, c'est peut-être de tous les pays européens que je connais, et même au-delà de l'Europe, la France a un
une grande particularité malheureuse, c'est celle d'être dans un état d'esprit, pas pour tout le monde bien sûr, mais pour une grande partie de la population. Et paradoxalement, je dirais que c'est plus la population entre guillemets dite de souche qui est comme ça, paradoxalement plus que la population dite immigrée, qui est dans un état d'esprit d'assistanat, où toutes les solutions doivent venir de l'État. L'État est tout et depuis longtemps. Mais je crois qu'on arrive un peu à la fin des haricots de ce côté-là. Et ça, effectivement, pour rebondir sur ce que disait Michel, ce seront aussi des éléments très importants, particulièrement en France, à suivre. C'est le jour où l'État, comme en Grèce il y a 2 ans, sera contraint de diminuer les retraites, diminuer les allocations sociales, diminuer toutes sortes de contributions à des, entre guillemets, associations qui maintiennent la paix sociale dans les banlieues, etc., etc. Le jour où ceci se diminue, le déni de la population risque de se transformer en colère. Ça peut être très intéressant à suivre. Oui, parce qu'à l'appui de ce que vous dites, Pierrot, c'est vrai qu'on peut rappeler, on a déjà eu l'occasion d'en discuter avec d'autres personnes, par exemple Jean-Yves Le Gallou, entre autres, sur le fait que finalement, lorsqu'on regarde, et on en parlait tout à l'heure avec les zones rurales qui étaient les zones les plus pauvres, finalement, pourquoi est-ce que ce qu'on appelle les quartiers, hein, donc toutes les cités, très largement maintenant, majoritairement peuplées d'halogènes, finalement ne vivent plutôt bien la crise, c'est tout simplement parce qu'elles ne sont pas liées d'une façon ou d'une autre à l'activité économique réelle. Elles vivent de 2 activités qui sont d'une part la rente sociale et d'autre part la rente stupéfiante. Et donc, du coup, lorsque la rente sociale va s'arrêter, ou en tout cas diminuer, de toute façon, l'autre, en effet, sera touché aussi. Et là, on arrivera face au mur. Pour ces quartiers-là, ça, c'est indéniable. Mais juste pour finir, c'est vrai qu'à l'appui de ce que vous dites, connaissant bien l'Espagne, c'est la même chose en Espagne. Où globalement, en effet, finalement, c'est vrai qu'il y a 25% de la population qui est au chômage, en particulier dans les moins de 30 ans, où là, le taux s'envole, je crois qu'on est quasiment à 40%, mais de fait, le fonctionnement habituel de la société, en particulier dans les campagnes, fait que finalement, la crise est amortie, en tout cas dans la belle saison du printemps à l'automne. C'est vrai qu'en hiver, la question alimentaire se pose tout de suite davantage, parce qu'on est en Europe, et même si l'Espagne est un pays méditerranéen, c'est quand même un pays où le climat hivernal peut être rude. Mais dès que les beaux jours reviennent et que les radis ou n'importe quoi se remettent à pousser, tout de suite, là, on retrouve un fonctionnement qui, en effet, se passe de l'État. C'est à la base autonoma durabile. Et c'est vrai qu'en Italie, je le vois dans les régions d'où je viens d'origine, où il y avait mes grands-parents, j'ai encore de la famille. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui... l'Italie aussi vit une crise, qui vivaient à Milan, qui vivaient à Turin, qui retournent un petit peu chez leurs parents qui ont leur maison de campagne. Et certains, effectivement, avaient une voiture. Alors, ils ne vendent pas encore la voiture, ça c'était pareil en Grèce. Il n'y a absolument aucun trafic à Athènes. Du centre-ville au Pirée qui prenait 45 minutes, maintenant ça prend 5 minutes. Mais les gens me disaient que ils ne conduisent plus, mais ils ont quand même gardé la voiture parce que ce serait un choc psychologique trop fort. C'était l'objectif de la société de consommation des années 60-70. Comme quoi, pour rebondir sur un scandale alimentaire européen très en vogue, les Roumains ont eu tort de signer en 2012 l'arrêté supprimant les chevaux de la voie publique. Ils se sont privés d'une force motrice majeure en cas de crise. Une source de nourriture. Mais c'est vrai qu'on remarque ça, et les gens, effectivement, dans la belle saison, et ça, on revient à ce qu'on explique dans le livre, se réapproprier son autonomie, peut-être pas à 100%, parce que c'est clair que c'est difficile, mais de son autonomie alimentaire par la production dans la belle saison de légumes, de fruits, quelques petits animaux. Et puis, dans la saison soudure, on parle de la capacité de jeûner, de savoir tenir sans manger. Moi, ça me ferait du bien, d'ailleurs. Moi aussi, je pense. Mais aussi d'apprendre à faire des conserves, d'apprendre à mettre de côté. Et ça, on ne peut l'apprendre qu'en changeant nos habitudes de consommation et alimentaire. Alors en Grèce, le changement, il leur a été forcé dessus. C'est pas exactement comme en Union soviétique avec un fusil sur la tempe à l'époque de Staline en 37-38. Mais enfin, on leur a en gros gentiment expliqué que maintenant... c'est une hypothèque sur la tempe. Voilà. Tandis que... Et donc ça veut dire réapprendre à cuisiner, se réapproprier une forme de vie un peu plus normale. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on reprend du temps. Ouais. Également, on arrache du temps au rythme d'une société moderne. Et donc, on réapprend à vivre. Et ça, c'est encore une fois l'objectif et qui est faisable. Il y a un élément de transition psychologique difficile, mais en réalité, les choses à faire, elles sont simples.
Alors justement, dans ces choses simples, vous préconisez avec l'Ouest dans votre ouvrage les fameux 7 points à développer en zone urbaine. Si on peut y revenir, pour éclairer un peu nos lecteurs et pour leur donner justement cette envie d'approfondir ce que tu disais. Bon, premier point, l'eau. Bien sûr. Alors Là, c'est crucial. L'eau est évidemment importante, d'une part parce que nous en avons physiologiquement besoin, mais aussi parce que si nous prenons n'importe quelle eau, nous pouvons mourir. Parce que l'eau, aujourd'hui, est relativement bonne quand elle sort du robinet, chez vous. Elle est bien sûr disponible, le grand luxe. Moi, je dis toujours, le luxe, c'est l'eau chaude. Donc, d'avoir son eau pour pouvoir prendre sa douche ou son bain. Mais simplement, l'eau potable, disponible... on ne va même pas parler du supermarché, mais simplement qui sort de votre robinet, elle est excellente par rapport à l'eau de la Seine ou de la rivière ou du caniveau. Dans les pays qui ont subi des crises, l'eau a été immédiatement le premier stress et la première préoccupation de la plupart des gens. Que ce soit à Sarajevo, pour prendre des endroits peu éloignés dans le temps et la géographie, que dans les grandes métropoles africaines, indiennes ou sud-américaines où l'eau pose un problème. Mais même aux États-Unis, l'eau est fondamentale. Alors, on apprend dans le livre comment la récupérer, comment la transporter, comment la filtrer. Ce sont des petits investissements, des petites prévoyances. Mais imaginez par exemple des jerrycans de 20 litres. Aujourd'hui, ils coûtent quelques dizaines d'euros. Vous pouvez en prendre quelques-uns. Mais et ils ne coûtent rien. Si une crise arrive et tout d'un coup on a un problème d'eau, c'est même plus une question de prix, il n'y en aura simplement aucun disponible. Donc là aussi c'est un exemple, pour quelques dizaines d'euros, celui qui ne pleurniche pas, il se dit, voilà, je mets 20 euros, je m'achète 2 jerrycans de 20 litres, 3 ou 4 s'il est vraiment, s'il veut avoir de la redondance. Pour peut-être une centaine d'euros, il s'achète un bon filtre à eau. Et là ensuite, voilà, en cas de crise, il sait qu'au pire, bien sûr, il peut avoir un stock de bouteilles d'eau potable, quelques bouteilles d'eau qu'il a soit préparées lui-même, soit qu'il a achetées dans le commerce. Mais en cas de crise, il a de l'eau. Vous avez besoin de 3 ou 4 litres par jour minimum. C'est quand même le support. C'est simple à faire. Il faut quand même, c'est vrai, peut-être insister lourdement, mais c'est quand même le support le plus fragile dans nos sociétés. Là, je lisais pas plus tard qu'hier une petite nouvelle où en fait ils ont pêché 13 000 cadavres de porcs. Dans un fleuve indien. Chinois, dans le fleuve jaune chinois qui alimente quand même Shanghai. Ils sourcent, ils n'ont toujours pas retrouvé, ils continuent d'en pêcher. Des porcheries qui se seraient séparées d'un cheptel contaminé. Une si bonne viande. Oui, tout à fait. Et qui de fait met en danger l'approvisionnement d'un bassin de population qui atteint, qui dépasse très largement les 60-70 millions d'individus. Alors évidemment on est sur un cas extrême, mais ne serait-ce qu'une crue centenale dans la région parisienne, et en l'occurrence sur Paris, mettrait très certainement en danger en fait, l'approvisionnement en eau, tout simplement parce qu'à un moment les zones les usines de décontamination seraient menacées. Sont en dessous du niveau. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est quand même un support extrêmement vulnérable. Non, et puis c'est un truc tellement simple à préparer. Et imaginez les conséquences. Vous avez soif, vous n'avez pas d'eau. Finalement, vous prenez de l'eau qui est impropre à la consommation et qui a été contaminée par l'eau d'égout, etc. Et vous commencez à avoir des infections, des diarrhées, des bactéries qui sont potentiellement mortelles. Et évidemment, dans une situation de crise, rien ne dit que les hôpitaux fonctionnent parfaitement bien, etc. Vous prenez un énorme risque pour pas grand-chose, pour un investissement extrêmement simple. Investissement que font des centaines de millions de gens à travers le monde. Vous regardez en Afrique, etc. Malgré le développement que ces pays ont, tous les gens ont toujours des bidons, des prêts au cas où. Ils ont des pastilles de purification qui coûtent rien du tout aujourd'hui. Ils ont de la javel et ils savent purifier l'eau. Ils savent la filtrer d'abord, ensuite la purifier, notamment au soleil ou avec des pastilles, etc. Ça, c'est des investissements infimes, quelques dizaines d'euros, pour vous permettre, au cas où il y aurait un problème, d'avoir une sécurité. Alors, peut-être que ce problème n'arrive jamais. D'ailleurs, ces 60 dernières années, c'est pas arrivé en France. Mais enfin, il y a eu des cas de choléra en Grèce, justement, encore l'année dernière. Ça peut se propager très très vite. Et puis, un enfant qui, avec une diarrhée, peut se déshydrater très vite et mourir en quelques jours. Ce serait vraiment bête pour quelques euros, d'autant qu'ils vous sont probablement filés par... Profitez des allocations pour les investir dans ce genre de choses. Donc ça c'est un élément, et c'est l'élément à la fois le plus important et je pense le plus simple. Et le grand avantage, c'est réfléchissez que
pensez que la plupart des villes du monde, surtout en Europe, encore plus qu'aux États-Unis, il y a des exceptions aux États-Unis, il y a des villes artificielles, mais la plupart des villes en Europe sont autour d'une rivière. Il y a toujours de l'eau. Nous avons la plus grande richesse que nous avons en Europe, c'est d'être un continent avec beaucoup d'eau. Avec l'eau, alors on est dans le désordre, mais l'hygiène, tu viens de l'aborder en parlant de la nécessité de tenir une eau propre. Oui. On peut dériver aussi sur cette hygiène qui est un vrai problème en cas de crise. L'hygiène, elle est aussi très paradoxale parce que d'un côté, on s'est rendu compte en travaillant. Alors pour moi, peut-être c'est le côté suisse où l'hygiène est un truc fondamental, super important. Je me suis rendu compte finalement que dans les situations de crise, des gens s'en sortent. À partir du moment où ils ont de l'eau propre, à partir du moment où ils ont accès à quelques médicaments très, très importants, mais finalement aussi très très simples, et peut-être quelques médecins, l'hygiène n'est pas très importante en réalité. On peut vivre de manière, entre guillemets, dans la crasse, sale, pendant très longtemps sans avoir des problèmes. Notre corps s'habitue on peut être assez... on peut être propre dans un milieu sale. Oui. Naturellement. Voilà, et assez facilement. En revanche... dès que vous avez une maladie, dès que vous avez une blessure, là se pose la question des soins et des médicaments. Alors, un des petits avantages de la ville, c'est que vous avez une densité de médecins incommensurablement supérieure à celle qu'il y a dans les campagnes. Effectivement, dans la désertification des campagnes, il n'y a plus de médecins. Or, en ville, vous en trouvez plein, beaucoup. Donc, la compétence est là. Il n'y en a plus, ils ne veulent plus y aller. J'entendais au moment où ils ont imaginé des incitations pour les jeunes étudiants pour y aller. Les réactions en fait, de ces étudiants en médecine... j'entendais ça sur France Pipo il y a encore 2-3 mois. Les réactions étaient affligeantes. Mais vous n'y pensez pas m'installer là-bas, je suis bouseux. Je suis pas un vieux, moi. C'est moins fun, c'est sûr, mais en même temps, voilà, c'est comme ça. Mais la ville, donc, les compétences sont là. Ensuite, y aura-t-il les outils? Peut-être. Les hôpitaux, en cas de problème, systématiquement, dans toutes les villes où il y a eu des crises majeures, même des crises mineures, sont très très vite largement saturés. Les médicaments disparaissent. On le voit en Syrie. Oui. On le voit en Syrie. À Haïti, partout, il y a une catastrophe. Les hôpitaux sont vite saturés. En revanche, c'est vrai que il y a des médecins, des vétérinaires en ville. Il y a des naturopathes même. L'ensemble de ces gens ont des compétences qui peuvent aider en cas de problème. Alors ensuite, il faut voir si la crise est très longue ou courte, mais certainement l'hygiène reste importante. Alors là aussi, on reprend, alors c'est un chapitre où il y a un peu de resondance parce que le corps humain est le même à la campagne et à la ville. Donc on a repris une partie des concepts que j'avais déjà repris. Encore une fois, n'étant pas médecin, j'ai beaucoup retranscrit le résumé et l'essence de beaucoup de guides de médecine d'urgence de l'armée, notamment américaine, mais aussi simplement de soins basiques lorsqu'il n'y a pas de docteur, par exemple. Et donc, de soins de brousse, par exemple, qui sont... Oui, il y a le fameux bouquin là. Qui existe en français, que vous pouvez trouver. Que j'ai, oui. Comment ça s'appelle? Qui est là où il n'y a pas de docteur. Là, oui. Et qui permet de soigner, je dirais, 90% des maladies et des blessures les plus usuelles avec les moyens du bord et de manière assez efficace. Ensuite, voilà, vous avez une infection majeure, il n'y a pas d'antibiotiques, là vous avez un gros problème. Tendu, là. Mais on peut espérer que, encore une fois, si vous êtes prévoyant, que vous puissiez stocker un petit peu d'outils et de matériel médical pour vous aider. Voilà, encore une fois, l'approche n'est pas consumériste. Hein. L'idée, parfois, c'est mal compris quand je fais une liste de choses à avoir. Les gens disent oui, mais voilà, ça fait des trucs à acheter. Bah oui, mais bon, vos bandages, soit vous les fabriquez vous-même, soit vous les achetez. Mais enfin, bonne chance pour les fabriquer vous-même. Enfin, oui, on peut les faire, mais pourquoi se priver de quelque chose qui coûte pas cher, qui est accessible? Voilà. Alors, il y a des gens qui disent non, mais ce qu'il faut, c'est savoir fabriquer son arc soi-même. Oui, mais très bien. Mais c'est 3 mois de stage pour savoir fabriquer un arc, oui. Et puis il faut trouver le bois, etc. Bon, ça existe ce genre de stage, mais j'essaye d'aller au plus rapide et au plus efficient et de laisser un peu le romantisme de côté. Donc là, en revanche, c'est vrai que dans l'hygiène et la santé, il y a peu de romantisme et beaucoup d'efficacité si on veut faire les choses bien. Alors, il nous reste pas énormément de temps, mais la question de la nourriture est importante. Hein. Un corps en bonne santé, c'est un corps qui se nourrit correctement. Là, il y a eu pas mal d'objections. Enfin, il y a eu des débats avec votre livre sur le net où les gens disent les uns, oui, mais dans la ville, on peut cultiver. Il y a des zones suburbaines dans lesquelles on peut ouvrir des jardins, et d'autres qui disent, mais vous imaginez bien que
les jardiniers citadins vont être pillés par les bandes régulièrement et qu'on ne pourra jamais ramasser nos récoltes. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'alimentation en ville, à part le stockage que l'on peut faire dans sa maison? Que peut-on dire de l'alimentation de la nourriture en milieu urbain? Alors les deux affirmations que vous avez citées sont probablement vraies, les deux Oui. ensemble. Vous savez, beaucoup de choses opposées sont vraies. Hein. C'est vrai. Souvent, la nourriture, elle peut être préparée à l'avance, elle peut être stockée, elle peut se faire en partie sur une surface très petite, même un balcon, mais évidemment, ce sera uniquement partiel. On peut imaginer de récupérer, comme le préconisait le plan Vallen pendant la Deuxième Guerre mondiale en Suisse, de récupérer d'ailleurs, je crois que ça se faisait, quelque chose de similaire se faisait à Paris sous l'occupation, pendant la guerre, où on récupérait les bords de route, les stades, les terrains en friche. Alors bon, évidemment, les tailles des villes ne sont pas les mêmes aujourd'hui, donc la problématique, elle va se poser. Alors ensuite, est-ce qu'on peut cultiver? Oui, on peut. Vous savez, des patates, des topinambours, ça pousse très facilement. Alors à long terme, est-ce que c'est une bonne diète? Vous le parlez, nous avons besoin d'une alimentation saine. Ce qui n'est pas le cas du monde moderne par ailleurs. Nous ne vivons pas dans un monde où l'alimentation est saine. Et bien sûr se posera la question de la défense. Et la défense, ce n'est pas uniquement la défense de soi ou de son immeuble, c'est aussi la défense de ses sources d'approvisionnement. C'est bien pour ça que les États-Unis ont envoyé des guerres, ont fait des guerres au Moyen-Orient. Mais à échelle microscopique, un quartier doit défendre. On peut imaginer qu'un quartier qui veut, dans une crise longue, alors évidemment, là on parle qu'il puisse organiser des jardins qu'ils devront ensuite défendre. Et c'est pour ça que le concept de clan, le concept de milice, bien qu'en France il ait une connotation non littérale, est important. Et donc là aussi ça fait partie de la prévoyance, de la solidarité, du lien social à mettre en place. Et voilà, et déjà parler avec ses voisins et en discuter et comprendre. Alors je sais que c'est une gageure aujourd'hui où justement nous sommes dans un monde de déni et la plupart des gens, si vous allez voir vos voisins en disant bon, est-ce que nous avons un plan au cas où, ils vont vous prendre pour un fou. Mais vous pouvez truander un peu le système en allant voir les collectivités locales, en allant voir votre mairie en disant voilà, quels sont les plans en cas de crise? C'est tout à fait légitime comme question. Et probablement vous pouvez même dire je suis quelqu'un qui m'y connaît, j'aimerais participer à une task force de réflexion sur qu'est-ce qui peut être fait, etc. Vous savez, ça peut marcher, et ça marche dans certaines villes et dans certaines communes. Donc là aussi, c'est le pied dans une démarche qui commence, et c'est mieux que de rien faire. Au pire, on vous dira non, ça ne nous intéresse pas, mais ça m'étonnerait, puisque les plans existent, ils sont certainement en dessous de ce qu'ils devraient être, mais ils existent déjà. Donc il y a toute une démarche pour la nourriture comme pour le reste qui peuvent être faites et mise en place très vite. Ouais, le petit souci, juste une anecdote, hein, c'est vrai que les plans existent, mais je le vois ayant des enfants en école primaire et maternelle, j'ai pu constater en fait le décalage entre le plan de préparation au risque majeur, en particulier au risque industriel, et la réalité dans les écoles. Qui est que, par exemple, en cas d'alerte, la directrice ou le directeur doit pouvoir informer l'école. Et en fait, dans les écoles où sont mes enfants, il n'y a même pas en fait d'alerte. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas utiliser une sonnerie parce que là, il y aurait un risque électrique. Mais donc, il faut qu'ils puissent utiliser une corne de brume ou n'importe quel moyen d'information sonore. Et en fait, ça ne marche pas. Ils n'ont pas. Pareil, voilà. Le calfeutrage des fenêtres n'existe pas. Voilà, c'est l'opportunité d'aller leur proposer. Les plans existent. Et ça, c'est vrai que je pense qu'on est sur des alternatives. Mais en fait, la réalité sur le terrain, souvent, est assez effarante. Hein. Dès qu'on commence à se renseigner un petit peu, on prend peur, entre guillemets, et on se dit, ouais, c'est vrai qu'il y aurait des choses à faire, clairement. Bien, combien de temps nous reste-t-il? Quelques 2 minutes 30. On va rappeler le titre et les éditions de l'ouvrage, mon cher Pierre, ainsi que le blog de notre ami Volvest. Donc, ou Volwest, comment dit-on d'ailleurs? On peut les deux, hein. On choisit. Volwest, allez. Donc, le livre, c'est Rue Barbare, Survivre en ville. Édité par le Retour aux Sources. Alors vous pouvez le trouver chez Facta, bien sûr, à Paris. Dans toutes les bonnes librairies. Voilà, pour nos auditeurs qui sont en province ou bien plus loin, il suffit d'aller sur le site. Voilà, le site du Retour aux Sources, mais aussi via Scripto, Scriptoblog, Contre-Culture.
Ou aussi ce Michel, grand- d'autres adresses en tête pour le commander? Non, On n'a pas envie de donner le plus grand qui commence par un A et qui finit par com. non, il est Voilà. interdit celui-là. On n'a Je pas vois- le droit. ouais. Si, François- Michel a fait François- les cornes de Satan. Ouais, mais François Assin a dit que, bon, d'une façon ou d'une autre, ça restait quand même incontournable, malgré tout. Ah mais non mais c'est vrai, d'une façon générale, Satan se débrouille assez bien dans ce monde. Je suis d'accord. Et que de Il fait, s'en sort pas trop mal. Ça t'en habite, on le connaît. Ouais. Non, sinon il y a le blog donc de Volvest, le scriptoblog, le survivaliste, .com, je qu'il crois, alimente à peu près tous les jours sous la forme de rubriques soit écrites, soit filmées, parce Mm. qu'il Il a pas mal de petites il a un vidéos grand- très il a un grand pratiques, recours ouais. aux- Très, aux très, vidéos. très très bonne qualité, vraiment un blog excellent. Tout à fait, qui apporte un certain nombre d'éclairages et qui renvoie sur d'autres gens qu'on n'a pas évoqués ce soir, mais qui de fait font du travail aussi depuis quelques années, comme par exemple David Manise, donc, qui lui fait plus du travail en milieu naturel en particulier, qui a pas mal évolué au Canada. Qui n'a aucune fierté de ce point de vue-là et qui à un moment donne aussi des conseils sur son site. C'est-à-dire qu'à partir du survivaliste, on peut de toute façon ouvrir ses connaissances sur d'autres choses, y compris des forums d'ailleurs, qui ne sont pas des forums d'ingénieurs des mines, et sur Ni lesquels de fous furieux voilà, de et la sur lesquels 41e chacun guerre mondiale. partage un petit bout de son expérience et de ce qu'il peut apprendre aux autres. Voilà, messieurs, un grand merci pour votre participation. Je vous souhaite une excellente soirée. C'était le lieutenant Sturm à la barre de cette émission de Méridien Zéro. Je vous dis à la prochaine et surtout à l'abordage et pas de quartier.